Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence man. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bobman. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Ciné Sporting Club. Bonjour Fabien. Bonjour Romain et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous vous accueillons pour un format un peu spécial, puisque cet épisode 22 a été enregistré dans le cadre du Podcaston. Mais qu'est-ce que le Podcaston, Romain ? Eh ben, tu fais bien de me le demander, Fabien. Oui. C'est une initiative qui propose à des milliers de podcasts, comme nous, de dédier un de leurs épisodes à l'association caritative de leur choix. Et c'est ainsi que cet épisode va mettre en lumière l'association Du Sport et Plus, dont le but est d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés, le tout grâce au monde du sport. Cette belle association, fondée en 2012 par son président Eric Friedrich, est soutenue par de nombreux sportifs et acteurs du sport, parmi eux donc Karim Lawag, Marie-Amélie Le Fur, Paul-Henri Mathieu, Mathieu Pavon, Xenia Chasteau, Porsche ou encore la Fédération française de tennis. Et bien entendu, sans oublier nos deux invités, marraine et parrain de l'association, Margot Lafitte et Kevin Estre. Vous l'avez compris, nous allons nous transformer en une sorte de mix entre Nelson Montfort et Laurent Veil pour mener ces interviews entre sport et cinéma. 3, 2, 1, 0. Notre premier invité pour cet épisode spécial est le fondateur et président de l'association Du Sport et Plus, Eric Friedrich. Alors Eric, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2013 déjà, à Magny-Cours pour des essais privés où j'accompagnais Jim Pla et Kevin Estre. Et Eric a eu la gentillesse, alors suite à cette journée, de me raccompagner sur Paris. Et sur le trajet, il a eu le temps de me présenter l'asso qui était naissante, quasiment, je crois, à cette époque-là. Et donc Kevin Estre était le tout jeune parrain, voilà. Et j'ai été conquis depuis. Et alors, on s'est toujours suivi. Donc Eric, sois le bienvenu dans les vestiaires du Ciné Sporting Club. Et merci pour ta participation. Bonjour Eric, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors c'est à nous que ça fait plaisir. En tout cas, donc t'es là pour nous parler de l'association Du Sport et Plus. Alors déjà, en quelques mots, qu'est-ce que c'est cette association ? Eh bien, c'est une association que j'ai fondée il y a déjà quelques années et elle a pour objectif d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés grâce au monde du sport. Voilà. Okay. Donc, on effectue différents types d'actions en faveur des services pédiatriques soutenus. On offre du matériel, des équipements, pas ce qui est médical, mais tout ce qu'il y a autour et qui peut améliorer le quotidien des enfants à l'hôpital. Ça peut être des équipements sportifs, ça peut être du matériel informatique, ça peut être du mobilier, de la décoration. Voilà, en fonction des demandes des services concernés. Et aujourd'hui, on est de 34 services pédiatriques en France. D'accord. Ouais. Donc du coup, juste Du Sport et Plus, c'est dans toute la France. C'est présent sur. Oui, ça a démarré tout petit dans les deux services hospitaliers où mon fils avait été soigné sur Paris et Clamart en région parisienne. Et puis ça a grossi. Au début, c'était nous qui contactions de nouveaux hôpitaux. Et on va dire que depuis 3-4 ans, on ne contacte plus d'hôpitaux. C'est de nouveaux hôpitaux qui nous sollicitent, soit des personnels soignants, soit des parents d'enfants malades qui voient ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et qui nous demandent s'ils peuvent aussi bénéficier du même type d'action. C'est super, en tout cas, on applaudit. Et pourquoi alors Du Sport et Plus créer des actions autour du sport particulièrement ? Eh bien parce que moi je suis passionné de sport et c'est mon métier à la base puisque moi je suis professeur d'éducation physique et sportive et pour avoir passé pas mal de temps dans différents hôpitaux avec mon fils, j'ai eu l'idée je cherchais des idées pour essayer de rendre les journées à l'hôpital un peu moins longues et un peu moins difficiles. Et j'ai eu l'idée de mettre en relation le monde du sport avec les enfants hospitalisés.
Et je trouve que ça partage certaines valeurs aussi qu'on retrouve dans nos actions, des valeurs de solidarité, des valeurs humaines, des valeurs de partage. Oui, complètement. Ouais. Alors une autre question. En dehors des invités que nous allons écouter dans la suite de l'épisode, qui sont les autres marraines et parrains de l'association? Nous avons 6 marraines et parrains qui nous suivent pratiquement depuis les débuts de l'association. Margot Lafitte, Kevin Estre, Mathieu Pavon dans le golf, Karim Lagouag, champion olympique d'équitation, Marie-Amélie Le Fur, athlète paralympique, multiple médaillé olympique, et Paul-Henri Mathieu. Ouais. Donc Paul-Henri Mathieu qui à l'époque était encore en activité, maintenant ne joue plus sur le circuit, mais il est encore concerné par le monde du tennis puisqu'il est capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Oui. Et depuis la fin 2024, on a une nouvelle ambassadrice, Xenia Chasteau, qui est numéro 1 française en tennis fauteuil. Parfait, à 18 ans. Et alors, pour revenir sur l'association, est-ce que le matériel pour pouvoir regarder des films, notamment comme des écrans, ou des projecteurs, ou des lecteurs Blu-ray, ou même des films finalement, est-ce que ça peut faire partie des demandes des établissements hospitaliers partenaires de l'association justement? Oui, c'est vraiment le type d'équipement qu'on nous demande régulièrement. Je dirais que au début, on nous demandait beaucoup d'ordinateurs, de télévisions. Ça a changé. Aujourd'hui, on nous demande plus des tablettes ou des lecteurs DVD portables, souvent, pour que ça puisse passer de chambre en chambre. Mais effectivement, régulièrement, on nous demande ce type d'équipement. C'est quand même une solution relativement pratique pour occuper les enfants et puis pour pouvoir aussi varier les activités, parce que c'est un petit peu la problématique qu'on a dans les services pédiatriques. Il y a peu d'occupation, les enfants sont parfois, pour certains, ne peuvent pas quitter leur chambre, donc les lecteurs DVD, les tablettes, c'est une bonne solution pour les occuper et rendre la vie un peu moins compliquée à l'hôpital. Il y a une chose que tu disais au début, c'est vrai que alors c'est jamais du matériel médical, ça c'est les hôpitaux, et c'est toujours du matériel qui provient de demandes justement des services hospitaliers pour pas faire de l'inutile, quoi. Exactement. Quand l'association a démarré, on a vraiment très peu de moyens. Donc, pour optimiser nos achats et éviter les dépenses inutiles, on reste en contact avec les équipes soignantes. Elles nous font remonter leurs besoins. Et comme on aide plusieurs dizaines de services pédiatriques, il y a vraiment des besoins très différents. Si c'est un gros hôpital qui est très important dans de grandes villes, on va avoir sans doute des demandes complètement différentes de ce qu'il peut y avoir dans des petites villes de province avec des tout petits services pédiatriques. Donc voilà, les équipes nous font remonter leurs besoins et quand c'est dans nos moyens, on planifie les achats et on apporte ensuite dans les hôpitaux pour rencontrer aussi les équipes parce que c'est important, ça nous permet de rencontrer les équipes et aussi bien sûr de rencontrer les enfants par la même occasion. Et c'est important d'établir une sorte de lien de confiance avec ces différentes structures. Très bien. Vous êtes ouvert aux dons aussi en fonction justement des besoins, j'imagine. On peut faire des dons directement sur notre site web dusportetplus.fr et on est toujours à la recherche de bénévoles parce que on a besoin de monde un petit peu dans les différentes régions. On va dire que l'association a été créée en Île-de-France, mais après, comme on aide des services un peu partout, l'idée c'est d'avoir des bénévoles toujours à proximité des services. Ça nous évite d'envoyer le matériel directement dans les hôpitaux et toutes les problématiques de livraison. Donc on fait plutôt livrer le matériel chez les bénévoles et ensuite les bénévoles planifient un passage dans le service pour apporter le matériel qui a été demandé. Tu sais qu'au Ciné Sporting Club, alors on aime connaître le rapport de chacun au sport, donc on va parler un peu de toi si tu veux bien. Donc quels sont tes sports de prédilection? Est-ce que c'est déjà un indice, les marraines et les parrains? Oui. Et puis voilà, est-ce qu'il y en a que tu pratiques ou que tu aimes suivre, regarder? Oui, en fait quand j'ai créé l'association et j'ai voulu m'appuyer sur des sports que je connaissais bien, soit parce que je les avais pratiqués, soit parce que j'étais fan. C'est vrai que j'ai contacté très tôt, quand on s'est rencontrés, Fabien, c'était la première fois que je rencontrais aussi Kevin Estre. Je l'avais contacté auparavant, mais c'était mon premier contact avec lui. Donc je me suis appuyé sur le sport automobile parce que j'ai fait pas mal de karting et puis j'avais un père qui faisait un peu de sport auto en amateur. Donc depuis tout petit, c'est quelque chose qui me plaît bien. Moi, j'ai fait beaucoup de tennis
Bon, moins aujourd'hui, mais ça me plaît toujours autant. Donc le tennis, le golf aussi, je joue au golf. Et depuis quelques années, j'ai découvert le padel, qui me plaît bien aussi, et je désespère pas trouver un ambassadeur dans cette discipline. Oui, c'est vrai. Oui. Et voilà. Donc essentiellement, les trois sports que j'aime bien, que je suis régulièrement, je dirais le sport automobile de manière générale, le tennis et le golf. D'accord. Et bon, puisque ici on parle aussi de cinéma, hein, tu l'auras compris, on aurait voulu savoir du coup quel était ton premier souvenir de film de sport en fait, un film qui t'aurait marqué dans ton enfance et pour lequel tu gardes une certaine affection aujourd'hui, quoi. En y réfléchissant, il y avait un sport qui était au cœur de l'action et de l'histoire. Moi, je pense à Rocky 1. C'est le premier souvenir qui me revient, la boxe, l'entraînement, la souffrance, la persévérance. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. T'as un épisode préféré de Rocky du coup ou le premier essentiellement? Je crois le premier, oui. Après, bon, c'est toute la saga, mais le premier, j'étais aussi plus jeune, donc ça m'avait vraiment marqué. Ouais. On a dû faire un épisode juste sur Rocky pour te dire tellement ça prend une place importante dans le film de sport. Et alors qu'à la base on voulait juste faire, tu vois, sur la boxe. Et on s'est rendu compte qu'on revenait tout le temps à Rocky et que du coup il valait mieux le mettre à part celui-là parce que il est à part. Je crois que c'est quand même et puis bon, comme il y a eu plusieurs films qui se sont suivis, c'est quand même un film un peu incontournable dans ce domaine-là. Influencé beaucoup. Voilà, donc Rocky avec Stallone et qui fait son jogging avec son sweat à capuche sous la neige. Voilà, ça c'est des marques qui m'ont marqué. On valide. On valide complètement. T'inquiète pas, c'est clair. Et alors, pour faire un peu référence à notre épisode qui s'appelait le cinéma n'aurait même pas osé. Est-ce que tu as un souvenir marquant autour du sport qui tu penses mériterait un film? Parce que des fois, il y a des événements comme ça qui n'ont pas été traités au cinéma et qui pourtant mériteraient. Oui. En fait, moi, comme je vous l'ai dit, je suis fan de tennis et il y a une époque où je jouais beaucoup et je vivais pas en France à l'époque, mais j'avais suivi la finale de Roland-Garros entre Lendl et McEnroe. Et c'était vraiment deux styles opposés. Il y avait McEnroe, l'attaquant plutôt super doué, qui est très très créatif, et Lendl qui était vraiment le joueur puissant qui restait en fond de cours. Et bon, McEnroe n'était pas un joueur de terre battue, il a dominé tout le début de la finale, mais vraiment de manière incroyable. Et puis il y a eu dans le troisième set une discussion sur un point, ensuite il loupe une ou deux balles faciles, et on voit vraiment le match qui commence à basculer, et il va finir par perdre cette finale qui menait largement. Et il y avait vraiment un côté dramatique parce que au début, tout le monde était persuadé qu'il allait survoler le match, écraser Lendl. Et puis on voit finalement les choses s'inverser. Et ça dure en plus, je crois, 4 ou 5 heures. C'était en 84, je crois. Et je lisais l'autre jour un article où McEnroe disait que c'était encore son pire souvenir de toute sa carrière, que de temps en temps il se réveillait en pleine nuit en repensant à ce match. Et c'était pas, il n'avait jamais digéré, quoi. Et il faut savoir quand même que McEnroe va terminer sa carrière sans jamais gagner Roland-Garros. Et c'est vraiment je crois que c'est la seule fois où il est arrivé en finale et où il passe tout près d'un exploit. Et ça lui aurait permis de gagner tous les grands chelem sur toutes les surfaces. Et ça s'est jamais réalisé. Et je pense que vraiment il y avait un côté, une espèce de sidération, parce que quand on commençait à sentir le match tourner, il n'y avait plus un bruit dans le central, tu vois. Et c'est quelque chose, quoi. Ouais, c'est vraiment un truc incroyable. Voilà, peut-être que ça aurait pu faire un film. Je sais qu'il y a des films qui sont sortis récemment. Il y a Borg McEnroe, dont on a parlé. Sur la rivalité entre Borg et McEnroe. Mais il y avait aussi il y a eu aussi ce moment qui était très fort. Ouais, c'est vrai, c'est une vraie histoire qui pourrait faire un film, ouais. Je trouve ça pas mal. Et pour les grands fans de McEnroe, c'était une énorme déception. Oui, c'est clair, ça devait être dur. Alors, dernière petite question, est-ce que tu aurais du coup une petite recommandation de film de sport à faire à nos auditeurs, ton coup de cœur en fait, Mon coup de cœur, j'ai revu récemment Le Mans 66. Ah oui. Donc ça c'est un film franchement qui m'a plu. Et après j'ai vu un film
mais je me souviens plus du titre, assez récent, toujours sur le sport auto. C'était la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda. Ah bah c'est Rush. Rush. C'est Rush, ouais. Bon, parce qu'il y en a un autre, je confonds avec. Bon, en tout cas, Rush, c'était pas mal. Alors, les deux, c'est vrai que Le Mans 66 et Rush, c'est quand même des films. En plus, enfin, voilà, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est pas juste des films de sport, c'est en plus c'est des bons films. C'est-à-dire que même des gens qui n'aiment pas forcément le sport et encore plus le sport auto, ils accrochent à ces films-là parce c'est des grandes histoires et c'est bien traité. C'est des bons films et les scènes automobiles ressemblent à quelque chose parce que parfois on voit des films autour d'un sport et les scènes concernant le sport sont un petit peu complètement artificielles. Ça ressemble pas à grand chose. Là vraiment, on sent que c'est des connaisseurs derrière aussi, quoi. Oui, bien sûr, mais voilà. Donc ça Rush, c'est un bon film. Ça c'est bien. Et alors là cette fois c'est nous on va te faire une petite recommandation de film. Bon, en espérant que tu l'aies pas forcément vu. Je sais que tu avais vécu au Maroc. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc tu as parlé du tennis et il y a un film qui associe les deux qui s'appelle Mika. Je sais pas si tu en as entendu parler. Mika, d'Ismaël Ferrouki en 2021 et on en parle dans un épisode sur le tennis et je pense que c'est un film qui pourrait te plaire parce que c'est voilà, moi je l'ai vu en connaissant un petit peu le pays, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient assez fidèles, mais je te laisse Laurent. Oui, en fait, c'est en gros Mika, on l'avait vu, c'est l'histoire d'un enfant marocain qui est de milieu très défavorisé et qui se retrouve plus ou moins garçon à tout faire dans un club de tennis UP de Casablanca. Et c'est là qu'il va révéler un vrai talent pour le tennis et qui va se faire remarquer par Sofia, une ex-championne de tennis qui est jouée par Sabrina Ouazani. Et c'est un scénario qui naît d'une rencontre du réalisateur avec un homme au parcours quasi similaire en fait. Voilà, donc d'où l'authenticité de l'histoire, ça pourrait t'intéresser. Et le petit Zakaria Inan qui joue Mika, il est vraiment super dedans, on y croit vraiment dans ses crises de colère et tout ça, enfin sa frustration. Il joue vraiment lui. Voilà, il joue vraiment, ouais. Et donc l'histoire est belle et touchante et franchement on pense que ça te plairait quoi. Écoute, volontiers, et je vais regarder ça parce que ça me rappelle en plus ce que j'ai vécu moi petit au Maroc et il faut savoir que j'ai appris à jouer avec un joueur marocain qui ne savait ni lire ni écrire, qui a été numéro 1 marocain pendant des années, qui a fait le tour du monde grâce au tennis, qui a joué dans tous les pays du monde et qui m'expliquait un petit peu comment il se débrouillait dans le métro aux États-Unis, etc. Enfin, des anecdotes incroyables. Et c'est pareil, c'était un ancien ramasseur de balles, parce que c'était une époque où on avait des ramasseurs de balles dans les clubs et de milieux très défavorisés. Et grâce à ça, il a fait le tour du monde. Il a même entraîné ensuite le roi du Maroc. En fait, c'était une histoire incroyable. Il s'appelait Lassane Chadli. Et ça a été un joueur exceptionnel. Et il a même été... Bon, il a fait bien sûr Roland-Garros, etc. C'était les années... lui, il a joué dans les années 60-70. D'accord. Moi, il m'a appris à jouer, c'était après sa carrière, il était plus âgé. Mais c'était une histoire incroyable, tu vois. Et c'est vraiment ça. Il s'est peut-être même inspiré, le réalisateur. C'est possible parce que c'est au Maroc. Alors, lui, il était de Rabat. Mais au Maroc, c'était une histoire incroyable. Et il y a eu comme ça 2-3 joueurs marocains de milieux très défavorisés qui ont été numéro 1 marocains et qui ont joué au niveau international et qui ont eu une vie incroyable, quoi. Et c'est vraiment, ça me rappelle tout à fait cette histoire. Donc avec plaisir pour découvrir Mika. Donc. Et donc voilà, tu nous diras si jamais tu le regardes. Et puis alors pour conclure, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les prochaines actualités là du Sport et Plus? Les prochaines actualités, donc là hier, on a fait notre première action dans un hôpital avec Senia Chasteau. On était à Argenteuil. Ça s'est super bien passé. Ils nous ont réservé une surprise. Quand on est arrivé, tout le service de pédiatrie avait récupéré des raquettes. Ils se sont installés dans le couloir. Ils nous ont fait une espèce de haie d'honneur avec des raquettes. Et Xenia est passée là-dessous. Ils avaient mis la musique des JO et tout. C'était top. Ça a été un super après-midi. Et les prochaines actions, c'est essentiellement des déplacements dans les hôpitaux pour apporter du matériel. Tout ce qui est événements sportifs, ça va démarrer, je dirais, fin mars, début avril. Où là, cette année, on essaie d'organiser une action autour de l'Open de tennis à Monte-Carlo. On va essayer de faire venir des enfants des hôpitaux qu'on aide à proximité
sur ce tournoi. Ça sera une première, on l'a jamais fait. On devrait réorganiser ce qu'on a fait l'année dernière. D'ailleurs, on était ensemble à Monaco pour la Formule I. Oui, Formule I. C'est en cours. Et puis on va refaire ce qu'on fait tous les ans. On fait venir des enfants à Roland-Garros. Et c'est pas impossible qu'on fasse quelque chose cette année au Mans Classique. Voilà, c'est un scoop qui, j'espère, va être confirmé d'ici quelques jours ou quelques semaines. Bon, c'est très bien. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Et on se tient au courant. Ciao. Allez, les contacts. Quelle belle musique! Nous allons maintenant accueillir un pilote français avec un joli coup de volant, comme on dit. Alors il a gravi les différentes catégories, du karting à la Porsche Super Cup, pour finalement devenir pilote officiel de la marque allemande en endurance, que ce soit en GT avec une victoire aux 24 heures du Mans en 2018, et maintenant dans la catégorie Hypercar, discipline dont il est le champion du monde en titre. Ah, il a fait des dépassements dans l'herbe sur le Nürburgring que des réalisateurs de cinéma n'auraient pas osé tourner. On voulait chercher sur YouTube, c'est réalisé 100% sans trucage. Et bien sûr, il est parrain de l'association du Sport et Plus. Donc un grand merci et bienvenue à Kevin Estre. Et bonjour. Salut Kevin. Salut, merci à vous. Merci de m'accueillir sur le podcast. Avec plaisir. Alors bon, tu connais le principe du Ciné Sporting Club, donc notre première question, ce sera, est-ce que tu te souviens du dernier film de sport que tu as vu et ce que tu en as pensé du coup? Alors le dernier, c'était pas un film, c'est un film, c'était sur Netflix, c'est Senna sur Netflix, qui est plus, on va dire, une mini-série où je l'ai trouvé bien, pas 100% réaliste, mais j'ai trouvé que c'était bien fait, l'acteur jouait bien, les scènes de sport auto sur la piste sont pas trop mal faites. Quand tu dis réaliste, c'est plus sur le traitement du sport auto ou c'est sur l'histoire en elle-même? L'histoire, il y a controverse. L'histoire, il y a controverse un petit peu. Après moi, j'ai pas lu sa biographie ou autre. C'est juste ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut lire sur. Bien sûr, je lis pas mal de médias sur le sport auto. Donc il y a toujours quelqu'un, il y a Prost qui va dire quelque chose contre ça, etc. Et voilà, on entend ça. Après moi, je l'ai pas connu malheureusement. Il est mort quand j'étais tout jeune, donc je connais très bien sa carrière. Mais c'est difficile, c'est sûr qu'il y a toujours des endroits, des moments de la vie des sportifs qui sont un peu romancés, qui sont un peu modifiés pour les films, pour que ça plaise un peu à tout le monde, pour les rendre un peu plus dramatiques, etc. Mais je pense qu'il est quand même, pour moi, je trouve qu'il est bien fait. Je trouve que c'est un bon morceau de cinéma dans le sport auto où il y a pas que des chefs-d'œuvre. Donc pour moi, c'est pas trop mal. J'en garde à mon souvenir. C'est vrai qu'on avait vu un peu les trucs de tournage, comment ils tournaient les scènes de conduite sous la pluie, des trucs avec les écrans, c'était assez impressionnant, quoi. Donc je sais pas le rendu si tu retrouves un peu des sensations ou des trucs de la course. Ouais, mais c'est bien, les caméras sont bien faites, les techniques de pilotage sont bien représentées. Après les voitures, ils ont utilisé apparemment, je crois que j'avais lu, ils ont utilisé 70 voitures ou quelque chose comme ça, mais c'est en gros des formules Ford avec une carrosserie de F1, des gros pneus, etc. Donc il y a eu, je pense, il y a eu beaucoup de techniques, beaucoup de moyens employés pour que ça rentre bien. Et au final, pour, on va dire, le monsieur lambda qui fait pas du sport auto, je pense qu'il c'est vraiment un bon documentaire, film, série, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Ok. Et alors justement, on parlait un peu de réalisme et tout. Parmi les films qui traitent de course auto, alors plus particulièrement toi, avec Le Mans peut-être, est-ce qu'il y en a un qui t'a semblé plus réaliste? Le film Le Mans avec Steve McQueen, c'est quand même la référence. Après, il date je pense avec les techniques de l'époque, c'était un film incroyable. C'est une super belle époque du sport auto. C'est mes voitures préférées, les 917, avec la livrée Gulf, avec tout ça. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la référence. Après, bien sûr que maintenant, avec les effets spéciaux, avec la qualité qu'on a, on arrive à faire des meilleurs films, mais, en tout cas, en qualité visuelle. Mais je trouve que Le Mans, c'est quand même, ça reste un super film. Après, il y a, Ford vs Ferrari qui est très bon aussi, je trouve. C'est un bon mi-chemin entre Hollywood et le sport auto.
Et pareil, là, techniquement, il est bien fait. Techniquement, je trouve quand tu reconnais vraiment Le Mans, les voitures sont belles. Après, c'est toujours un petit peu romancé, comme d'habitude. Il faut que ce soit, je pense, un peu romancé dans tous les cas pour que ça se vende. Mais ouais, je dirais ces deux films-là, pour moi, c'est les meilleurs par rapport à ce que je fais. On va dire qu'ils sont les plus représentatifs. Michel Vaillant, je l'ai vu, malheureusement. J'ai pas vu Gran Turismo. J'ai pas vu Gran Turismo parce que j'en ai pas entendu du bien. Je me suis dit, j'ai pas envie de me, voilà. Ça va t'énerver. Voilà, exactement. Ça énerve plus qu'autre chose quand c'est vraiment pas représentatif. Donc, j'en ai pas entendu du bien. Donc voilà. Donc ces deux films-là, pour moi, c'est des bons films. C'est bien représentatif de ce qu'on fait. Du coup, est-ce que tu vois une histoire vraie du sport automobile qui pourrait être traitée en film, un peu comme le film Rush? Est-ce que du coup, tu vois une autre histoire en rivalité, en termes de rivalité, on aurait cette saison de F1 entre Hamilton et Verstappen, c'est quoi, 2021, je crois, avec la finale à Abu Dhabi, etc. Je pense que là, après Netflix a fait son Drive to Survive, mais je pense qu'à cette époque, il filmait pas trop. Il devait sûrement avoir des soucis de droit ou quoi que ce soit. Il n'y a pas trop, au final, de drame. Après, là-dessus, je pense qu'en termes de rivalité, on pourrait faire un super beau film. Après, je pense qu'il y a un truc sympa, ce serait peut-être raconter un peu l'histoire d'anciens pilotes, je sais pas moi, des années 70, 80 et leur début, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment la démerde. Quand je vois le rallye, j'ai écouté pas mal d'interviews par exemple, de Bruno Sabi, de Jean Ragnotti, etc. C'est des gens qui sont arrivés de rien, qui n'étaient pas forcément d'une famille, du sport auto, qui s'y connaissaient pas grand-chose, qui ont attaqué comme ça avec rien et qui sont arrivés, qui sont champions du monde des rallyes ou autres, ou des icônes du sport automobile français ou international. Et je pense que ce serait sympa quand on écoute leurs histoires, en tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'émotions et ça me fait réfléchir à par quoi ils sont passés pour arriver à faire une carrière. C'est vraiment de la démerde, de commencer avec une voiture qu'on répare dans son garage, et on commence à faire des courses. Ce qui était possible auparavant, ce qui est plus possible maintenant. Donc je pense qu'on pourrait pas l'adapter à un scénario moderne, mais en tout cas, je sais pas moi, une enfance dans les années 60, 70 et après qui se finit par une carrière. Ça pour moi, ça serait je pense que ça pourrait faire un beau film. Il y avait le documentaire sur un mec comme Jackie Stewart qui t'explique vachement plus tard qu'en fait il savait pas lire, il faisait tout le temps semblant qu'il savait lire les trucs. Lui, il vient vraiment il était garagiste dans un truc, il a piqué une bagnole ou je sais pas quoi, il a commencé des courses comme ça, arrivé champion du monde de Formule 1. Enfin, c'est quand même c'est des vies. C'est incroyable. C'est sûr. Ils sont rares maintenant. Quand par exemple si on regarde Senna, il vient d'une grande famille. Prost par exemple, pas moins. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça, mais surtout, je trouve en rallye, c'est encore plus accentué parce que les mecs, ils roulaient avec leur voiture de route, leur voiture de tous les jours. Le week-end, ils partaient, ils faisaient la route. J'ai écouté une grande interview, un podcast d'ailleurs de Bruno Sabi il y a pas longtemps. Il partait, il faisait nuit blanche, il allait au rallye, il roulait avec sa voiture de route. Il faisait le rallye le week-end, il rentrait, il allait au boulot le lundi matin. Et c'est comme ça a commencé et au final il a été pilote officiel, etc. Donc pour moi c'est des belles histoires et je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Et tu as déjà travaillé ou participé à un tournage de film Malheureusement non, j'ai failli. Je sais pas, ça doit faire maintenant une quinzaine d'années. J'avais un très bon pote qui bossait pour Cascade Events et qui faisait pas mal de tournages avec eux. Je crois qu'il avait tourné dans Fast Club, etc. Et un coup il m'a appelé, il m'a dit t'es dispo ce week-end, on a peut-être besoin d'un pilote pour une cascade, etc. Et j'ai dit ouais, pas de problème. Je me suis libéré et puis finalement je sais pas, il y avait une histoire de météo ou je sais pas. Enfin, bref, ça s'était pas fait à ces dates-là et du coup, j'avais pas pu le faire sur une autre date. Donc, malheureusement, non. Mais j'aimerais bien. Et plus tard, c'est quelque chose qui t'intéresserait, quoi. Ouais, pourquoi pas. Il faut toucher à tout un peu. Il faut avoir un bon car control. Il faut, je pense que c'est des choses qu'on peut savoir faire en tant que pilote. Après,
Après voilà, je sais pas. Depuis que je suis tout petit, je me dis que faire une course poursuite avec des flics, un truc comme ça dans un film, ce serait cool. Enfin en vrai aussi, mais on va dire que dans un film, ça serait plus raisonnable. On a souvent vu, et t'en as un petit peu parlé au Ciné Sporting Club, qu'il y avait aussi des ratés dans les films de sport. T'as parlé de Michel Vaillant, par exemple. Donc, quel est ton plus mauvais souvenir de film de sport? Je vais dire Driven avec Stallone. Ça, c'est quand même un beau chef-d'œuvre de médiocrité, je trouve, par rapport au sport auto, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment tiré par les cheveux. Les Fast and Furious sont pas non plus. Il y a de l'action, il y a de la cascade. Après, il faut voir, faut surtout savoir à quoi s'attendre quand on regarde un film. Si tu veux t'attendre à voir des stars hollywoodiennes et voir des grosses cascades, des mecs qui sautent de 50 mètres avec une voiture, bon, bah ok. Mais juste, en fait, ce qui m'énerve le plus dans tous ces films-là, c'est quand on attaque, on est sur un circuit ou sur la route, qu'on roule vite et qu'on tombe une vitesse, qu'on descend une vitesse et qu'on redescend une vitesse et qu'on redescend une vitesse. Le truc le plus improbable du sport quand auto. ils sont déjà à fond et en fait ils appuient quand même sur l'accélérateur. Voilà. Il y a quand même une réserve et ils vont reprendre 3000 tours de plus et ils passent la 4 et ils repassent la 3 et voilà, ça c'est un peu dur. Je sais pas pourquoi ils font ça, honnêtement. Je comprends pas pourquoi les réalisateurs, les scénaristes. Ouais. Des fois c'est du rythme un peu, c'est pour donner du truc et pour expliquer peut-être que parce qu'en effet peut-être au bout d'un moment une voiture qui est à fond c'est pas hyper marrant. C'est sûr, bien sûr. Il y a des raisons sûrement, mais ouais, Driven, je pense que c'est Michel Vaillant aussi, je dois dire, les yeux bandés. Je m'en rappellerai toujours sur cette scène. C'est vrai, j'ai oublié. Annonce-moi les panneaux 100 mètres et à partir de là, il doit y avoir 2-3 panneaux 100 mètres qui sont déjà trop tard au Mans, je pense. C'est dur. Malheureusement, c'est pas malheureusement, mais j'en ai vu plein, bien sûr. On a tous vu des films qui sont sur le sport qui sont moins bons que d'autres ou autres, mais moi, ce que je retiens souvent, c'est les films du sport auto parce que voilà, il y a plein de choses qui font tilt et où je me dis vraiment ça craint quoi. Après quand on regarde un film sur je sais pas moi, je regarde un film sur le football américain, il y a des règles que je connais pas, les agents, sûrement qu'il y a des choses qui sont qui sont un peu aberrantes mais on les reconnaît un peu moins bien quoi. Question inverse maintenant, parce qu'il y a aussi quand même des réussites dans le film de sport. Bien sûr. Est-ce que toi, du coup, tu aurais une recommandation d'un film à faire à nos auditeurs? Moi, j'aime beaucoup, je l'ai regardé quelques fois, ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas regardé, mais j'aime beaucoup Million Dollar Baby avec Clint Eastwood là, sur la boxe, parce que Morgan Freeman, Clint Eastwood, c'est deux grands acteurs, je trouve, ils jouent super bien. En version originale, il est top. Mais pareil, c'est un film de boxe. Je m'y connais rien en boxe, donc moi, j'arrive à voir. Voilà, je trouve que le film est bien, le scénario est cool. Je trouve que pour moi, c'est assez réaliste. Mais après, si tu mets un boxeur à côté, je pense qu'il y a sûrement beaucoup de choses à redire. Mais en tout cas, c'est un film que j'aime bien. Je trouve sympa. Ouais, un beau film, ouais. Très bon choix. Quel est le prochain événement que tu vas faire pour l'association, avec l'association du sport et plus? Je viens de vendre une combinaison, une de mes combinaisons du WEC, du Porsche Penske Motorsport, pour l'association. Donc on a récupéré une belle somme. Ça après c'est des choses ponctuelles que je fais rarement, mais après sinon tous les ans j'organise une journée de baptême sur le Nürburgring Nordschleife. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus grand circuit au monde, le plus impressionnant, celui qui donne le plus d'adrénaline, on va dire, et le plus difficile. Et donc j'organise une journée de baptême avec Manthey Racing qui m'aide à organiser cette journée-là. Voilà, je me procure la voiture, enfin il me procure la voiture, pardon, les pneus, etc. Et donc je fais entre 25 et 30 tours dans la journée, donc j'arrête pas. Et tout ça donc au profit de l'association. Je crois que l'année dernière on a récupéré 20 000 euros, je pense, sur la journée. Donc ça c'est top. Voilà, ça c'est dans les choses récurrentes. Et après on a fait une soirée en fin d'année. On a
quelques parrains marraines, avec Margot Lafitte justement, donc quelqu'un dans le sport auto aussi, avec qui on arrive à récupérer un peu des fonds comme ça en vendant des objets ou en faisant des tombolas, et ensuite inviter. Il y a quelques années, j'avais invité des enfants hospitalisés aux 24 heures du Mans pendant la journée d'essai. Malheureusement, c'est de plus en plus compliqué d'inviter des enfants sur des gros événements comme ça, surtout des enfants hospitalisés avec toutes les normes, avec toutes les attestations, etc., les autorisations dont on a besoin. Mais voilà, on essaye de récolter des fonds au maximum et puis d'organiser des événements pour faire sortir les enfants quand ils peuvent sortir et essayer de leur faire voir autre chose que leur chambre. On va juste terminer avec une petite recommandation que nous on va te faire à toi du coup. Allez, voilà, vu que c'est un peu la saison et que tu vis en Autriche, on a sorti récemment un épisode sur les sports d'hiver. Donc c'est notre épisode 20 du podcast qui s'appelle L'étoile des neiges. Et on peut te recommander La descente infernale, un film dont on a parlé. C'est un film de 1969 de Michael Ritchie avec Robert Redford et Gene Hackman. Et malgré son âge, c'est un très bon film sur ce sport, on a vu, et on suit un skieur un peu rustre et solitaire, mais ultra doué qui doit s'intégrer à l'équipe américaine de ski, et non sans mal d'ailleurs. Et du coup, il traite d'une problématique que vous rencontrez aussi en sport auto, c'est comment avoir l'esprit d'équipe dans un sport où il faut aussi savoir être égoïste, quoi. Voilà. Donc les scènes de ski, elles sont vraiment impressionnantes, surtout pour l'époque, donc 69. Et voilà, je le recommande chaudement. Il est Voilà. Allez, je fais pas mal d'avions, je suis dans beaucoup d'hôtels en ce moment, donc j'aurai le temps et je vais prendre le temps pour regarder ça parce que je le connais pas. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Kevin pour ta participation. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'association et puis on se retrouve bientôt pour le championnat du monde d'endurance qui débute bientôt. On te souhaite plein de bonnes choses. Merci bien, merci à vous pour ce podcast et bonne chance pour le futur. Merci beaucoup. On reste dans le sport automobile puisque nous accueillons maintenant une pilote qui a roulé dans plusieurs championnats nationaux et internationaux, comme par exemple l'Europe FIA GT3, l'Eurocup Megane Trophy, le LMP3 Asian Le Mans Series et jusqu'à récemment le trophée Andros dont elle a remporté le trophée féminin. Après avoir animé des émissions automobiles sur Eurosport et AB Motors, c'est depuis 2013 sur Canal+, qu'elle et son équipe nous font suivre la Formule 1. C'est la marraine d'honneur de l'association du Sport et Plus, qu'elle soutient depuis pratiquement ses débuts. Alors Canal+ est la chaîne du cinéma et du sport, donc nos deux passions. Oui. On est donc honoré d'accueillir au Ciné Sporting Club Margot Lafitte. Bonjour Margot. Bonjour. Bonjour. Alors Margot, on va commencer par une première question assez simple. Est-ce que tu regardes beaucoup de films en général ? J'en ai beaucoup regardé, mais j'ai quand même un peu plus basculé dans les séries dernièrement. Je crois que c'est depuis que j'ai des enfants. Parce que en fait on a moins le temps de regarder les choses et en fait le soir quand je me couche je suis trop vannée pour regarder un film en entier, donc en général je mets 5 jours à finir un film, enfin 5 soirées, donc j'en regarde un peu moins, j'avoue, mais voilà, on a quand même les avions, on fait beaucoup de voyages avec la F1, donc on a quand même ces occasions là pour regarder des films. D'accord. Et alors, puisqu'on est au Ciné Sporting Club, est-ce que tu aurais parmi eux des exemples de films traitant du sport qui t'ont particulièrement marqué ? Très récemment, j'en ai regardé un en vol, justement, je sais plus vers quelle destination c'était, mais c'était celui sur les sœurs Williams. Et j'adore particulièrement, bien sûr, les films qui traitent de sport beaucoup, parce que j'y suis sensible, je trouve qu'il y a tellement d'émotions qui passent par le sport, mais aussi les histoires vraies, les biographies, quoi. Et là, j'ai trouvé génial de comprendre leur univers, d'où elles venaient, comment elles ont grandi, comment elles ont été éduquées, comment elles ont été dressées au sport et à la compétition, parce que c'est clairement ça. Et donc voilà, c'est le dernier que j'ai vu. C'est la méthode Williams avec Will Smith, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et est-ce qu'il y a un sport ou des sports que tu aimerais voir plus souvent traités au cinéma, ou en tout cas mieux traités ? Alors, mieux traité, j'ai ma sœur derrière qui dit l'équitation, parce qu'elle est dans l'équitation, mais j'ai quand même vu Japlou, que j'avais trouvé génial, qui était super bien avec Guillaume Canet, là. Et je suis un peu obligée de répondre le sport automobile, parce qu'il y en a eu, qui ont eu le mérite d'exister, mais je pense que j'aurais envie d'en voir un qui soit... Alors, Rush était vraiment super,
J'ai adoré, encore une fois, une histoire vraie, et donc ça m'a plus particulièrement touchée, d'une belle époque, l'époque à laquelle roulait mon père et tout, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais peut-être, oui, un truc, d'ailleurs, voilà, j'ai hâte de voir celui de Brad Pitt, là, parce que c'est très difficile à traiter, en fait. D'abord parce que rendre compte de la vitesse, c'est quand même pas facile, je trouve. Et en l'occurrence, quand c'est la F1, c'est encore plus compliqué, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça pourrait être aussi sur le rallye, enfin, je veux dire, tous les sports mécaniques qui existent, il n'y en a pas tant que ça. Donc je reste encore avec Cars dans mon cœur. Ah, très bien. Oui, Cars qui inspire, ils en ont parlé, pas mal de jeunes pilotes sur la grille d'ailleurs. Notamment Isaac Hadjar. Voilà, qui dit que ça carrément, il n'aurait pas eu de carrière en Formule 1. Exactement, ouais, c'est drôle. Bon. Et il a raison. C'était tellement bien. Alors, tu as réalisé des tournages pour des reportages automobiles, alors notamment pour l'émission V6, mais as-tu déjà travaillé sur un film, par exemple en tant que cascadeuse ou doublure conductrice? Absolument jamais. J'ai jamais eu cette occasion-là. J'avoue que ça m'aurait fait marrer parce qu'en plus, à l'époque de V6, on a fait des tournages avec des cascadeurs qui sont venus nous faire une démonstration. J'ai eu l'occasion de me mettre sur 2 roues dans une voiture. Et donc j'ai testé ces trucs-là et j'aimais bien ça. Puis moi, j'aime bien la vitesse, j'aime bien ce risque-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui aurait pu m'amuser. Mais non, j'en ai jamais eu l'occasion. J'ai eu, grâce à cette personne-là, je crois, et puis j'avais un autre copain qui était un peu dans cette branche-là. Mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Bon, en tout cas, ça m'amuserait, oui. Bon, mais attention, une vraie doublure, tu vois, genre, je sais pas, Penelope Cruz, tu vois, un truc comme ça. Bah oui, tant qu'à faire. Mais des fois, c'est des hommes avec des perruques qui sont dans les voitures. Oui, carrément. Ouais. Justement, pour que ce soit une vraie femme. Question un peu plus technique maintenant. Ici, on a souvent fait le constat que l'histoire du cinéma et celle du sport sont indissociables, que l'un a alimenté l'autre et vice-versa, tout particulièrement sur l'aspect technique. Par exemple, dans le choix des plans, les grues utilisées pour le travelling, ou plus récemment l'utilisation de drones, ou même encore les ralentis. Donc tout ça, on sait que ça vient du cinéma, et ça a ensuite été utilisé pour les retransmissions sportives. Alors du coup, toi, qui travailles depuis quelques temps maintenant à la télévision, est-ce que tu as pu observer ces liens et évolutions à la télé? Nous, clairement, parce que en F1, déjà, même avant que ce soit racheté par les Américains, il y a effectivement ce traitement de l'image, de mettre des caméras cachées dans les vibreurs ou des choses comme ça, les caméras embarquées, l'évolution. Souvent, on revoit passer sur les réseaux sociaux les caméras embarquées de l'époque où c'était les mecs qui montaient carrément sur la voiture, où c'était des énormes appareils qui perturbaient tout, l'aéro, le truc. Quand tu vois ce qui se fait aujourd'hui, qui est posé sur l'aileron, les caméras 360, enfin. Tout ça, effectivement, est super lié. Et nous, on voit vraiment à quel point ça s'est amélioré, à quel point ça a progressé techniquement et tout. Et sur 2 aspects, je dirais bien sûr, oui, techniquement, là, c'était la question. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la F1 s'en inspire dans comment raconter le sport, quoi. Aujourd'hui, un sport, ça se raconte telle une histoire, comme un livre, comme un film, parce qu'on veut plus juste traiter du sport en lui-même. C'est plus juste des voitures qui tournent en rond sur un circuit, c'est tout l'environnement, tout ce qui se passe autour qui fait que le public aime ça aussi. Donc on a besoin de raconter des histoires, et raconter des histoires, ça se fait dans les livres et dans les films. Du coup, les retransmissions sportives, elles s'inspirent de ce qui peut être vu au cinéma. Il y a une vraie démarche derrière. Ah oui, complètement, bien sûr, de rendre ça, de faire plus toujours, quoi, de placer des caméras, celles dans les casques, qui sont d'ailleurs pas les plus agréables à regarder, mais oui, d'être au plus près, en fait, c'est l'immersion grâce à la caméra, parce qu'il y a qu'avec ça qu'on peut aller dans une Formule 1, quoi. C'est mieux. On en a parlé plusieurs fois sur les réseaux sociaux du Ciné Sporting Club. Brad Pitt prépare un film sur la Formule 1 qui a la particularité d'être en partie tourné en conditions réelles, c'est-à-dire dans le paddock et même sur la piste avec les vrais pilotes lors de sessions d'essai. Alors il sortira normalement cet été. Est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet, puisque tu as souvent dû les croiser, lui et son équipe de tournage, hein. Et d'ailleurs, je précise que c'est une première depuis le Grand Prix de John Frankenheimer en 66 qu'une équipe de ciné puisse tourner dans un paddock de Formule 1. Ah oui, ça je ne savais pas, mais c'est sûr que ça a été quand ils sont on avait du mal à en croire nos yeux quand on se disait mais attends, une équipe d'un gros film, d'une super production comme ça qui va venir sur la F1 qui est tellement inaccessible, tu as l'impression qu'il y a plus de place pour rien tellement tout est rempli, que ce soit bien sûr les tribunes, les villages et tout ça qu'il y a autour, les fan zones, mais même le paddock, quoi, c'est pas un grand espace, tu voyais pas un box en plus, toute une équipe parce qu'ils étaient quand même assez nombreux, donc on n'imaginait pas comment ils allaient se lier à nous, et en fait ils se sont hyper bien fondus dans la masse. D'abord parce qu'il y en a,
ils étaient identifiés avec leur truc Apex là, de l'équipe de Brad Pitt là. Donc mais on les voyait pas trop quoi. J'ai trouvé que c'était franchement, alors dans la plupart des cas ils étaient plutôt en dehors des heures où il y avait des essais de F1 parce que même s'il fallait tourner dans des conditions de vrai spectacle en piste et de vraie vie du paddock, ils l'ont fait, on les a croisés bien sûr, mais je veux dire on s'est jamais on n'a jamais été confronté à eux, genre ils nous gênent ou tiens on peut regarder ce qu'ils font et être un peu dans les coulisses. J'ai l'impression qu'ils arrivaient toujours à être un peu à se débrouiller pour ne pas trop croiser les journalistes. Bon, en plus nous je pense qu'ils voulaient encore moins qu'on voit quoi que ce soit, qu'on puisse filmer quoi que ce soit, donc ils étaient assez discrets en fait. Et non, en anecdote, j'ai pas grand chose parce que on va pas recroiser Brad Pitt genre fortuitement qui sort d'un van devant toi et tu dis bonjour. Là, il te voit même pas. Non, donc j'ai pas trop d'anecdotes, hormis, bien sûr, en 2023, au Grand Prix des États-Unis, où ils étaient en plein tournage et que ça devait être peut-être les débuts, les prémices du tournage. Je me souviens plus très bien quand est-ce qu'ils ont commencé à tourner, si c'était que sur la saison 2024. Enfin là, c'était donc fin 2023, et donc ils commençaient à venir un peu regarder et prendre un peu la mesure de la tâche qui leur incombait. Et donc, hormis le fait d'avoir dit Brad Pitt à l'antenne parce que il était dans le paddock. C'est vrai. Voilà, c'est juste, voilà, c'est quand même pas très très glorieux. Par rapport à, vous attendiez peut-être à quelque chose de très croustillant, être dans un ascenseur avec un acteur, non. Voilà. Ça se réduit à ça. Déjà une bonne anecdote. Alors on arrive vers la fin, donc est-ce que tu aurais du coup maintenant une recommandation de film sur le sport pour nos auditeurs? Alors tout à l'heure du coup tu as parlé de Rush, mais est-ce que tu en aurais un autre, le coup de cœur de Margot Lafitte quoi? Après je veux pas mélanger avec les docs, mais j'aime beaucoup les docs en fait, vraiment pratiquement plus que les films dernièrement. Doc, alors je dirais j'ai adoré celui de Manodou récemment et j'ai beaucoup aimé aussi celui de Wembanyama. Et encore une fois, j'adore. Bon, après il y a la série Prost qui était super aussi. Enfin, la série Senna. Je trouve toujours et encore que quand ça traite du sport avec les frissons qu'on peut avoir en regardant du sport, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions aussi fortes que le sport et donc voilà, tous ces trucs là où on vit à travers, que ce soit Manodou, à travers ces malheureusement histoires qui étaient un peu compliquées à vivre pour elle, ou que ce soit pour Wembanyama quand il part jouer en NBA. Enfin, voilà, que ce soit, peu importe la manière dont c'est traité, vraiment voir les parcours de ces grands champions, moi je trouve ça hyper inspirant et j'adore ça. D'accord, donc en fait là ce que tu nous dis c'est que tu es plus facilement touché par un documentaire que par une fiction sur le sport quoi. Par l'histoire vraie, ouais. Ouais. Oui, mais même tu vois le Williams, c'est une histoire vraie qui est une fiction, enfin malgré tout qui est un peu j'imagine. C'est romancé, oui, donc je suis preneuse aussi, je suis cliente aussi parce que je me dis toujours que quoi qu'il arrive il y a du vrai. Et puis moi je suis pour romancer quand tu regardes Drive to Survive, c'est pas complètement la vraie vie de la F1, c'est un peu scénarisé et romancé, donc voilà, à partir du moment où la base est quand même un vrai sport et une vraie histoire, je trouve ça génial. J'aime bien. On termine avec l'association du sport et plus, que l'on met en avant aujourd'hui et dont tu es marraine. Alors quels sont les prochains événements prévus avec eux? Il a une année qui est très riche, surtout dans le développement j'allais dire l'adaptation physique adaptée, mais c'est pas du tout ça. L'APA, activité physique adaptée, ça c'est un vrai projet qui se développe super bien de l'association, qui demande beaucoup de travail. Je crois que pour Eric c'est très compliqué, mais dans les événements passés, oui. Enfin, quand je dis compliqué, ça veut dire que ça demande beaucoup de travail. Heureusement, c'est pas compliqué parce que ça marche et que les services pédiatriques, saluent vachement l'initiative et essayent de l'instaurer dans beaucoup d'hôpitaux en France. Mais dans les actions passées, oui, on a fait quelques jolies choses ensemble. C'est toujours un bonheur en fait d'arriver à se rendre utile. Et avec Eric, c'est le sentiment qu'on a quand on monte des opérations. On essaie d'en faire au moins une par an, des opérations pour récolter des fonds. Bien sûr qu'il y a toujours aussi pouvoir emmener les enfants sur des événements sportifs et les sortir un peu de leur quotidien. Et il y a toujours bien sûr des événements où ils vont, même si on n'est pas là, et en tout cas encore une fois qu'ils les sortent de leur quotidien. Et il y a aussi récolter des fonds. Et ça se passe par des grosses opérations qu'on essaye d'organiser. On en a fait une très belle l'année dernière. Grâce à la Fondation 1000 où on a pu mettre des éléments aux enchères. Alain Prost qui a aussi largement contribué à ça, qui a donné un de ses casques.
et moi une combinaison, et donc on a récolté une très belle somme pour l'association. Donc c'est ce genre d'événement où on se dit bon allez, c'est pas pour rien, parce que c'est vrai que nous dans le quotidien, pour le coup, je me sens vraiment inutile, quoi. Quand je vois tout le boulot qu'a Eric et tous les bénévoles, hein, ils sont nombreux, je crois que c'est une 50aine dans l'asso, donc c'est un boulot de dingue qui est fait tous les jours. Et donc nous on essaye ponctuellement avec les autres parrains, avec Kevin, Paul-Henri, Xenia qui est arrivée récemment, Karim Lagouac, d'essayer d'apporter notre petite contribution. Alors bon, du coup, tu en as parlé tout à l'heure de ce film, mais on va faire une petite recommandation pour nos auditeurs en tout cas. Alors, les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as commencé ta carrière sportive par l'équitation, avant même l'automobile. Alors, ce n'est pas le sport le plus traité au cinéma, mais il y a un film qui est très réussi sur le sujet, et en plus, il est français. C'est Japelou de Christian Duguay, et dont on a parlé dans notre épisode 11 sur les Jeux Olympiques. Alors, on y suit les parcours incroyables de Pierre Durand et de sa monture Japelou, un cheval qui n'est pas destiné au saut d'obstacles car trop petit et indomptable, mais qui va pourtant aller aux Jeux Olympiques, et la suite, on la révélera pas. Avec un très bon Guillaume Canet qui connaît bien le sujet puisqu'il a lui-même fait de l'équitation à haut niveau. Alors les scènes d'équitation sont nombreuses et elles retranscrivent bien la tension de la compétition. C'est des bonnes raisons de regarder. Ouais. Et c'est une belle histoire, Japelou, hein. Franchement, encore une fois, une histoire vraie, et c'est un parcours, mais moi j'ai suivi ça, j'ai suivi, quoi. Je veux dire, c'était Japelou, c'était une figure mais tellement emblématique du sport. Enfin, c'était vraiment ce petit cheval noir. C'est une épopée qu'on a suivie nous en vrai, quoi, dans la vraie vie. Donc c'est génial de voir un film qui traite de ça. Alors merci encore Margot pour ta présence dans le Ciné Sporting Club. Merci beaucoup, c'était un honneur. Avec plaisir, merci. Et merci d'avoir pris ce temps pour l'association du Sport et Plus. Et à très bientôt alors. À très bientôt Margot, et une bonne saison de F1 du coup. Merci à vous, merci à tous les deux. Bonne soirée, salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode très particulier pour nous. Et une nouvelle fois, merci à nos invités d'avoir répondu à l'appel. C'est clair, merci. Et on l'a vu tout au long des interviews, mais on va se répéter un peu. Vous pouvez suivre l'association du Sport et Plus sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, X et bien sûr leur site dusportetplus.fr. N'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez devenir bénévole, car les services pédiatriques se répartissent sur toute la France et il y a besoin de bras. Et oui, et vous pouvez bien entendu faire un don en tant que particulier ou entreprise. Et si vous connaissez des équipes ou sportifs de haut niveau, des organisateurs d'événements sportifs ou des acteurs dans le milieu du sport, Du Sport et Plus recherche toujours des marraines, parrains et partenaires pour porter ses actions toujours plus haut. Donc on se retrouve bientôt pour un épisode au format un peu plus classique, mais que j'attends quand même avec impatience. Il est content. Puisqu'on va parler de basket. Allez, à bientôt, merci. À bientôt, merci.